Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal Sat et également sur la fréquence multiplex de la TNT. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez déjà, c'est une tradition comme à chaque audience. Je suis en compagnie des juges au siège. Juge Bougma, bonjour à vous. Bonjour, Président Kaboré, bonjour. Juge Baha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président Kaboré, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette 4e convocation de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous en première partie d'émission. Il sera question de la décision prise par le gouvernement de transition de rebaptiser le boulevard Charles de Gaulle en boulevard Thomas Sankara. En deuxième partie d'émission, il sera question de l'extension du partenariat public-privé PPP aux collectivités territoriales. Et enfin, il sera question de l'annulation de la reprise des vols par la compagnie Air France au Mali. Voici pour le menu de cette 4e audience et c'est parti pour les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 4e convocation? Merci Président. Alors ce qui retient notre attention, c'est un extrait du compte rendu du Conseil des ministres d'hier en ce qui concerne la modification d'un décret pour prendre en compte la Commission de l'informatique et des libertés dans le comité d'orientation stratégique de suivi et de mise en œuvre en cohérence des initiatives d'identifiant unique au Burkina Faso. Et c'est l'identifiant unique qui moi m'intéresse. Ce qu'on appelle le numéro d'identifiant unique. Vous avez, il y a plusieurs pays qui ont, comme on appelle ça, qui l'ont mis en place. Nous, on est encore en train de trouver les voies et moyens pour le faire. Et d'ailleurs, quand le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, avait plaidé pour que la CNIB soit la carte d'électeur en même temps, la difficulté c'était de comment on fait. Donc là également la question avait dit, il avait dit la solution est toute simple. Il faut activer le NIP, le numéro d'identifiant unique. C'est-à-dire à votre naissance, on vous affecte un numéro qui vous suit jusqu'à la tombe. Et ce numéro, que ce soit dans votre compte bancaire, sur vos documents d'identité, sur vos diplômes, sur tout ce que vous avez à faire comme opération ou acte administratif, ce numéro vous suit. Et quand on tape ce numéro, il n'y a pas de doute, c'est M. Kaboré. Donc on suit tout votre parcours, tout votre cursus, et puis c'est compliqué. Pardon, ce n'est pas aussi simple et aussi compliqué que ça. Et c'est réglé. Et ça permet de régler un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, vous avez une carte nationale d'identité. Il y a un numéro. Quand on dit numéro, voilà, numéro, mais quand vous renouvelez la carte, ce numéro qui est visible, parce qu'il y a d'autres informations qui ne sont pas visibles sur la CNIB, ce numéro, lui, il change par exemple. Alors que le NIP ne le change pas du tout. Donc dès qu'on prend, on sait que c'est vous et personne d'autre n'est là. Et donc, et ça participe, c'est à partir de l'acte de naissance, donc à partir de l'état civil qu'il faut l'opérationnaliser. Donc la question qui se pose, pour ceux qui ont déjà des actes d'état civil, qu'est-ce qu'il faut faire? Et où, pour les enfants qui vont naître, c'est encore facile dès que c'est activé. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi compliqué à faire. Il y a des gens qui sont qualifiés pour le faire. Donc, on lance une opération spéciale et puis bon, on passe à autre chose. Mais de mon point de vue, il est important parce que ce qui a été pris hier, c'est pour intégrer la commission de l'informatique et des libertés dans le comité pour pouvoir travailler à la protection des données à caractère personnel qui est vraiment le champ de bataille de la commission de l'informatique et des libertés, la CIL. Donc, vivement qu'effectivement cela soit opérationnel parce que à l'ère par exemple du tout numérique, de la numérisation, de la dématérialisation, donc de la digitalisation, c'est même bénéfique. Vous partez pour une opération, je prends un exemple, vous partez pour une photocopie, vous photocopiez, si on vous permet de payer en ligne, vous tapez votre numéro d'identifiant unique, ça vous relie à votre compte bancaire, vous faites votre transaction, à votre numéro de compte mobile, vous faites la transaction, vous passez à autre chose. C'est aussi simple que ça, même pour faire des achats, dès que vous tapez, toutes les références sortent.
C'est vrai que ça demande de l'informatisation, mais ce n'est pas la mer à boire. Donc on a plusieurs défis, mais je pense que c'est un élément qui est très important pour faciliter la tâche aux citoyens. Ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Alors, Juge Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience de tribunal? Oui, merci Président. Bon, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité au niveau du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Bonne nouvelle. On parle du bloc de neurochirurgie, ce service qui devient donc fonctionnel. Et c'est intéressant parce qu'on sait que c'est un grand hôpital qui est beaucoup fréquenté, et quand on parle de chirurgie, on sait que c'est des éléments de pointe, il faut une disponibilité, sinon souvent les cas qui ont besoin de ce type de service-là, c'est des cas qui sont en tout cas très sensibles. Et on nous dit que ça fait 3 ans que ce bloc-là a été HS pour manque de matériel. Et donc, il y avait un seul bloc et il fallait donc conjuguer entre ce qui était programmé et les urgences. Et quand un médecin vous dit, quelquefois vous êtes obligé d'attendre, comment une urgence peut attendre? Ça veut dire que, c'est avec tous les risques qui vont avec. On est très heureux en tout cas que ce bloc-là soit désormais fonctionnel. Et je pense qu'avec les échanges, ils ont dit qu'il y a beaucoup d'autres éléments qu'ils vont essayer aussi d'avoir, et pas de bistouri électriques. Ils ont des noms pour ce qui est de leur domaine. Et puis, vous vous demandez, mais avec un seul bloc, comment on faisait? Parce que s'il est malade, parce qu'on parle de chirurgie, on ouvre les corps. Si on se bouscule pour pouvoir traiter le patient, ça veut dire que est-ce qu'on a vraiment le temps d'aseptiser avec tout ce que cela demande? C'était des difficultés vraiment, vraiment fortes. Et puis on a forcément une pensée pour ce corps soignant-là, parce que vous savez, il y a peut-être vos compétences, il y a ce que vous pouvez. Maintenant, il y a des limites objectives. Si vous n'avez pas le matériel, c'est une limite objective. Et ça doit être difficile de s'accommoder de la mort alors qu'on sait qu'on aurait pu sauver, mais juste qu'on a une limite objective qui fait qu'on regarde des patients partir. Ça, c'est des éléments qui doivent vraiment faire mal. Et moi, je pense à ces médecins, parce que quand vous faites le serment de sauver des vies et que vous vous retrouvez dans des situations où vous savez que vos compétences le permettent, mais seulement il y a des limites. Ça doit être vraiment difficile. Et je comprends donc la joie de voir que ce bloc-là soit maintenant opérationnel, et pour les patients et pour ceux qui exercent. Et je pense que peut-être petit à petit aussi, il y a beaucoup d'autres services qui pourront aussi bénéficier de ce regard-là, puisque, quoi qu'on dise, des fois le nerf de la guerre, c'est ça qui solutionne. On a vu comment il y a eu un tollé général pour une question de lampe. Certains ont dit non, il fallait pas, non, il fallait... Mais quelquefois, quand on ne dénonce pas, on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on veut. Et quelquefois, on s'assoit et on reste souvent dans un genre de léthargie qui n'arrange pas. En tout cas, bravo pour les efforts qui ont été faits. Et on sait que les besoins sont nombreux. Il faut peut-être continuer aussi. En marge du 36e anniversaire de l'assassinat du président du Conseil national de la Révolution, le Conseil des ministres a décidé en sa séance de ce mercredi 11 octobre 2023 de rebaptiser l'avenue Charles de Gaulle en avenue Thomas Sankara. Juge Vara, déjà, qu'est-ce que vous pensez d'une telle décision prise en Conseil des ministres? Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de 2018. Où il y avait des jeunes burkinabés, je me rappelle de Imhotep Serge Bagala, qui disaient qu'ils allaient lancer une pétition pour que cette voie-là qui passe devant l'université soit nommée Thomas Sankara. Et parce que pour eux, le nom de baptême de cette voie-là ne répond pas à nos aspirations. Et que quelquefois derrière, il y a une histoire et un genre de légende qu'on continue de perpétuer, alors qu'il faut chercher à bien connaître les noms que nous mettons quelquefois sur nos voies. Et donc, ça m'a rappelé, en tout cas, ce combat qui avait été entrevu par ces jeunes. Ils avaient décidé de lancer une pétition pour pouvoir changer le nom de cette rue-là. Et ils avaient voulu que ce soit Thomas Sankara qui soit donc honoré à travers ce baptême. Maintenant, c'est fait. Et pour moi, ça n'est qu'un retour normal des choses.
Parce que quand vous regardez au fond, Chirac aussi, c'est la France-Afrique. C'est ceux qui ont fait le glissement de la décolonisation vers une France qui garde toujours ses intérêts jalousement, partir sans partir, et partir en restant encore davantage. Et ça a été ça. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait citer sur le personnage qui fait que on a créé plutôt une légende d'une sympathie pour l'Africain, alors que au fond il n'y avait que des intérêts qui avaient été travaillés, sur lesquels on s'est arc-bouté, et qui a fait aussi quelquefois la pluie, le beau temps dans nos États, faisant en tout cas comme on voulait, avec les régimes qui étaient là. Pour ceux qui pactisaient, en tout cas ça allait. Pour ceux qui dérangeaient, on savait comment ça se passait. Donc quand on a ces noms-là, il faut apprendre l'histoire qu'il y a derrière. Il ne faut pas avoir le raccourci de la légende qui est racontée. Et donc quand on met le nom d'Africains, on met le nom de personnes que nous connaissons, dont on connaît vraiment l'histoire et qui partagent une vision de bonheur pour leur peuple, moi je pense que ça ne peut être que salué. D'accord. Alors, Jules Bouma, il y a toute une histoire derrière ce boulevard qui, dans 72 heures, prendra désormais le nom du capitaine Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est une question, il faut être logique et cohérent. Logique parce que si le site du mémorial consacré à Thomas Sankara trône à Ouagadougou, et qu'il y a une voie qui doit principalement aussi être empruntée pour aller visiter ce site, c'est Charles de Gaulle. Donc vous prenez le boulevard de l'impérialiste pour aller visiter le site de votre héros. Ça ne colle pas quand même. Même s'il faut changer, même s'il faut trouver une autre avenue ou un autre boulevard pour Charles de Gaulle, simple question de logique. Ouais, ça il faut, c'est quand même logique d'un point de vue et c'est cohérent. Parce que pour indiquer à quelqu'un comment venir sur le site du mémorial, vous dites qu'il prenne le boulevard Charles de Gaulle, ou bien c'est pas loin du boulevard Charles de Gaulle. Bon, c'est pas sur le plan de la logique et de la cohérence, ça ne colle pas. Ça c'est d'abord les faits. Donc de mon point de vue, il y a une cohérence et une logique avec la décision d'élever Thomas Sankara à la dignité de héros de la nation. Donc c'est logique et c'est cohérent. Parce que vous ne pourrez pas indiquer le mémorial sur une carte. Ça va être très difficile de ne pas mentionner Charles de Gaulle. Ça va être très difficile. Et donc, ça c'est j'ai dit de mon point de vue, de la logique et de la cohérence. Deuxième fait, la primature devenue par la force des choses pour le moment la présidence est à quelques pas du site de Thomas Sankara. C'est le cœur également du gouvernement burkinabé. C'est la primature du chef du gouvernement. Il travaille là-bas. Et même pour aller sur le site du mémorial, il peut même aller à pied s'il veut. Le président plutôt. Non, le premier ministre d'abord. Je ne parle même pas d'abord du président. Et donc, vous empruntez ça quelques mètres et puis vous êtes sur le site du mémorial. Alors que je dis bien, quand vous voyez aussi Charles de Gaulle, c'est aussi le symbole de l'impérialisme. Hein, si on veut parler comme ça. Donc, de mon point de vue, il y a une logique à avoir entre les choses, une cohérence à avoir. Donc, de ce point de vue, c'est normal. Effectivement, ça vient donner raison à Serge Bayala et à ses camarades qui l'ont même fait. Ils l'ont fait avec de la peinture blanche, ils ont débaptisé ça et puis bon, passer à autre chose en faveur de la visite du président Macron. Et effectivement, ils avaient vu juste. Donc, j'ai dit ici, il y a une cohérence dans les choses. Mais Charles de Gaulle également, de regretter Jean-Claude Bamogo dans une chanson comment on appelle ça, en langue nationale, donc en moré, parlait des travaux forcés. Et il dit en moré, c'est-à-dire sous le magistère de De Gaulle, nous avons eu chaud. Effectivement, nos grands-parents ont eu chaud à cause des travaux forcés. Il évoque ça dans la chanson, les travaux forcés
Bon, voilà, c'était pour le désenclavement, mais c'est un travail forcé parce qu'on n'est pas allé volontairement. Donc, c'est les travaux forcés. On l'a tous étudié, les travaux forcés, c'est bien fait, c'est méfait. À l'école, dans l'histoire, on l'a vu. Donc, ça rappelle également ça. Charles de Gaulle également rappelle l'appel de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, où nos parents également ont été enrôlés de force pour aller combattre auprès des soldats français pour libérer la France. Donc, il y a, quoi qu'on dise, il y a ça que les Africains également n'ont pas oublié. Charles de Gaulle également, c'est parce que c'est en 1945 que l'acte de naissance du franc CFA a été signé. Seulement Basile l'a rappelé à la tribune des Nations Unies quand il a rappelé les signataires. Bon, donc il y a ce lien-là dont on parle peu. Et quand est venue la période des indépendances, avant de pouvoir libérer les pays, surtout les pays africains, surtout francophones, libérés entre griffes, il y a eu un autre pan, une autre forme de domination qui a bien été développée pour pouvoir maintenir à souhait ces colonies-là dans le giron français, qui a été différent du système britannique, où même s'il est là, c'est beaucoup soft, mais là, le système français, il est beaucoup plus là. Donc la réalité, il y a cette image-là, que quoi qu'on dise, on ne peut pas l'extraire de l'histoire du lien entre Charles de Gaulle et les colonies. Mais il n'y a pas eu que des bas, il y a eu aussi des hauts faits. Parce que c'est aussi sous lui que la reconstitution de la Haute-Volta a eu lieu en 1947. Pour rappeler également que la France avait pris des engagements. Si vous combattez à nos côtés, qu'on arrive à être libéré, si vous enrôlez des combattants, voilà ce qu'on va nous donner comme contrepartie. Donc, quoi qu'il en soit, il y a aussi la reconstitution de 1947 qu'on ne peut pas oublier, qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de notre histoire. Mais maintenant, nous avons élevé quelqu'un à la dignité de héros national. Il y a une route qui porte le nom de celui qui est présenté comme l'impérialiste, qu'on doit passer pour aller rendre visite au héros national. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème de cohérence et donc de logique. Donc il fallait, de mon point de vue, régler ça pour être en phase totale avec ce qu'on a décidé de faire. D'accord. Alors, juge Vaha, au-delà de la logique et de la cohérence dont parle le juge Bougman, il y a aussi cette réalité. Ce boulevard aboutit au niveau d'un centre hospitalier universitaire qui est réputé, qui est reconnu et qui garde toujours le nom de Charles de Gaulle. Mais je pense que c'est... Même ce matin, Oumou a dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait remarquer. Bon, quand on va finir la voie, pour être logique avec soi-même, il faut boucler la boucle. Et je dis, pour moi, c'est pas tant la question seulement du nom. Vous savez, et dans notre histoire, il y a beaucoup qui ont apporté. Il y a beaucoup qui ont apporté, qui sont d'ici comme d'ailleurs. Maintenant, je dis, il y a des légendes construites sur l'amour que certains ont eu pour nous. J'ai dit, le problème, c'est que nous, Africains, souvent, on est trop émotifs. Et on nous vend, quelquefois, ce que devrait être notre opinion. On la construit, on nous la donne, on la boit et on est assis. C'est vrai que c'était à une certaine époque où beaucoup de chefs d'État se sentaient très redevables de Paris. Et puis on sait, quand De Gaulle a installé sa France-Afrique avec tout ce que vous avez comme schéma, il recevait très souvent nos chefs d'État. Il a même institué pour qu'ils viennent, et quelquefois lorsqu'il ne peut pas, c'est bien Foucault, son chargé des affaires africaines, qui les recevait pas loin de Paris. Mais je vais vous lire ce que De Gaulle dit le 8 novembre 1968 à Jacques Foucault. Il dit, vous savez, cela suffit comme cela avec vos nègres. Vous me gagnez à la main, alors on ne voit plus qu'eux. Il y a des nègres à l'Élysée tous les jours. Vous me les faites recevoir, vous me les faites inviter à déjeuner. Je suis entouré de nègres ici. Et puis, tout cela n'a aucune espèce d'intérêt. Foutez-moi la paix avec vos nègres. Je ne veux plus en voir d'ici 2 mois. Vous entendez? Plus une audience avant 2 mois. Ce n'est pas tellement en raison du temps que cela me prend, bien que ce soit déjà très ennuyeux, mais cela fait très mauvais effet à l'extérieur. On ne voit que des nègres tous les jours à l'Élysée, et puis je vous assure que c'est sans intérêt. Il parle à Foucault. C'est de nous il parle. De Gaulle qui aime l'Afrique. De Gaulle qui nous aime.
Non, c'est des calculs. On a aussi un intérêt pour garder un précaré. C'est quelqu'un qui a construit quelque chose que même ceux qui sont venus après ont tenté de dénoncer, même s'ils ont continué d'agir ainsi. Il y a eu les accords militaires qu'il a, parce que dans sa carte, il a vu comment est-ce qu'il sécurise. Il y a eu, même au niveau des administrations, comment, lorsque la France décide de se retirer, on envoie plein d'expatriés qui étaient là pour dire, voilà, nous aider à l'organisation et tout. Et c'était beaucoup de personnes qui étaient surtout les questions de secret défense, secret ceci. Ils rendaient tous compte à Paris, ils manipulaient. C'est ça aussi De Gaulle. Et il n'y a pas que De Gaulle. Même allons dans nos écoles. On est là, on a des gens qu'on nous cite à longueur de journée comme étant ceux-là qui ont la beauté dans l'œil, dans l'écriture, et qui sont tellement humains, qui aiment l'humanité. Je prends le cas de quelqu'un comme tous nos petits frères là. Chaque fois ils sont avec Victor Hugo, grand poète. Voilà ce qu'il dit. Que serait l'Afrique sans les Blancs? Rien. Un bloc de sable, la nuit, la paralysie, des paysages lunaires. L'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touchée. L'Afrique n'a pas d'histoire. Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. C'est ça. Et puis on porte nos noms. Maintenant, on nous vend une légende de personnes qui nous ont tellement aimés, qui ont tellement fait pour nous. Je crois que il faut qu'on arrive à éduquer nos enfants, pas pour qu'ils aient la haine de qui que ce soit, mais qu'ils sachent la vérité sur qui est qui. Comme dirait quelqu'un, on ne va pas demander à ce qu'on soit aimé, c'est qu'on soit respecté. Celui qui ne nous a pas respecté, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Et encore que, c'est l'expression de l'amour et la reconnaissance de l'amour qui nous ont portés. Je vous ai lu quelques passages. Est-ce que vous pensez qu'on est honnête avec nous-mêmes? Je pense que c'est ce point de l'histoire-là, c'est des parties de ces personnages-là qu'on doit aussi enseigner à nos enfants pour qu'ils comprennent que ceux qui lisent là, voilà ce qu'ils pensent aussi d'eux. Ça va les amener aussi à aller chercher et à lire ceux qui les aiment vraiment, ceux qui partagent la même histoire qu'eux. Je crois que ça aussi, c'est des chocs qu'il faut faire. Donc, le baptiser dans la forme, ça va, mais est-ce que dans le fond, on aboutira au changement que vous espérez? C'est ce que j'ai dit, le vrai changement, c'est d'abord dans l'éducation. C'est là qu'il faut aller plus loin, c'est dans l'éducation. Si on finit et puis on continue de s'abreuver à des... Bon, c'est ça le problème. Il faut réformer le système éducatif totalement. Non, mais il faut dire la vérité sur ces hommes-là. Parce que le problème, c'est qu'on nous vend un pan de ce qu'ils sont. Il faut les faire découvrir dans toute leur réalité. Il y en a beaucoup comme ça dans nos livres d'histoire qu'on apprend à longueur de journée et qui sont comme des, je sais pas moi, comme des anges pour nous et qui ne nous ont jamais aimés. C'est ça la vérité. Mais je veux dire que ça, il y a un travail d'éducation à faire. Et c'est comme ça que l'Africain, petit à petit, va commencer aussi à s'assumer. Le débaptême et le rebaptême, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on trouve que, par exemple, De Gaulle, là, ça ne colle pas trop? Et quand Bayala Imhotep, que j'aime bien, expliquait, il y a beaucoup peut-être qui l'écoutent, qui disent, mais attends, lui, il dit quoi? Ça a fait des De Gaulle, là. C'est pas l'ancien président français. Il nous a aidés, c'est lui-même qui a fait, on a pu avoir les indépendances, tout ça. Mais c'est ce qu'on vous enseigne par raccourci. Vous comprenez? Donc je veux dire que le débat il est ailleurs. Peut-être que si on s'amuse à révéler ce que beaucoup ont été, il y a des débats qu'on va faire vite, et bien même d'ailleurs. D'accord. Alors, juge Bougma, le baptiser, c'est bien, mais il faut aller au-delà, il faut réformer même le système éducatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'avis avec le juge Vara? C'est irréversible. Je suis d'accord que il faut apprendre à nos enfants qui sont réellement ces gens-là. Mais c'est un travail, je dis bien, c'est irréversible. Parce que le déclic, la prise de conscience est telle que il y a des choses qui ne vont plus être faites comme avant, il y a des enseignements qui ne vont plus être donnés comme avant, et il y a des enseignements même qu'on va retirer. Ça, c'est clair qu'à l'allure où vont les choses, pour qu'on soit réellement cohérent, il y a des vérités qu'on doit se dire, il y a des enseignements qu'on doit laisser tomber, parce que ça ne nous rend pas service. Mais on avait parlé d'assises nationales sur l'éducation, on a parlé de réforme depuis 2017-2018, mais jusque-là, toujours pas. Il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les contextes.
et la marche de l'histoire. Quand le jeune Serge et ses camarades débaptisaient Charles de Gaulle, le contexte il était différent. Il y a des personnalités burkinabées qui ont tout fait pour que Serge Bayala et ses camarades n'accèdent pas dans l'amphi. Et qui ont dit au chef de l'État, Kaboré en son temps, nous allons faire en sorte que ces enfants-là ne viennent pas. Parce que s'ils viennent, ils vont gâcher la fête. Ils ont présenté ces jeunes-là au président de la République comme des parias, comme des malpropres, dont le mauvais parfum de leur qu'ils dégagent va faire en sorte que la salle, l'atmosphère ne soit plus vivable. Ça va gâcher la fête. Donc il fallait faire en sorte que ces jeunes-là ne viennent pas. Et ils ont réussi. Bon, elles ont réussi, ces personnalités-là. Des dames et des hommes. En tout cas, le boulot a été fait. Et c'est sur la pression de la menace, des intimidations et de longues heures de réunion pour démontrer par A plus B qu'ils ne doivent pas venir dans la salle, qu'ils ne sont pas allés. Alors que les jeunes ont dit clairement, nous avons un message à passer, nous sommes très respectueux de l'autorité, nous n'allons pas insulter quelqu'un, mais nous dirons la vérité au président français. Ils ont refusé. Ils ont préféré faire des arrangements dans la sélection. Ce qu'on a vu, c'est ce qui nous a été servi. Mais aujourd'hui, je dis bien, le contexte a changé. Il y a des médias même qui ont pris les images des Serge là comme images d'illustration pour illustrer ce qui a été pris hier comme décision. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait dire que leur tort c'est d'avoir eu raison plus tôt. Mais non. Ils ont aussi préparé un tant soit peu les esprits à ça. Pas plus tard que vendredi dernier, tous les vendredis à 14h, il y a une émission questions-réponses en langue nationale morée. Et j'interviens là-bas, sur Watt FM. Il y a un auditeur qui a posé la question de savoir qu'est-ce que Charles de Gaulle m'a fait. Parce que quand lui il entend Charles de Gaulle, parfois il entend travaux forcés. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on donne son nom à un boulevard aussi célèbre à Ouagadougou, que lui ne comprend pas. Et sa deuxième question, parce que sa première question c'est qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Sa deuxième question c'est mais est-ce qu'on ne peut même pas débaptiser? Après avoir expliqué la raison, je lui ai dit que si c'est pour débaptiser, on peut débaptiser, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, on a nos fils qui ont parfois leur nom dans d'autres pays, même le même Thomas Sankara en France. Donc, mais j'ai dit qu'on peut débaptiser. Et donc, voilà, c'est fait. C'est sûr que, par exemple, ce monsieur qui se posait des questions a la réponse. Mais j'ai dit, par rapport au contenu de l'enseignement, naturellement, les choses vont changer. Parce qu'on ne peut pas vouloir un citoyen nouveau, un Burkinabé nouveau, et si on est toujours en train de le gaver des mêmes informations, c'est comme si c'était de la nourriture. Si il y a un préjudice sur votre santé, vous continuez de consommer la même nourriture, sauf si vous voulez autre chose. Parce que cet empoisonnement, je l'appelle empoisonnement, et qu'on inocule, ce poison qu'on inocule dans nos enfants, il faut qu'on arrête. Samori Touré, c'est un sanguinaire et un tyran. Béanzin, Tal Amadou, mais Otto von Bismarck, c'est un visionnaire. Alors qu'il a dit la réunification de l'armée va se faire par le fer et par le sang. Et c'est dans ça qu'il a fait la réunion. On l'appelait même le chancelier de fer. Il a été très très dur, très autoritaire. Et il a versé beaucoup de sang, mais il n'est pas sanguinaire. Il fait partie des héros allemands. D'accord. Mais nous, nos héros, sont des sanguinaires et des tyrans. Et quand un président africain commence à porter des gants de fer, veut gérer autrement, il a des dérives dictatoriales. Si c'est là-bas, c'est soit un hyper-président ou c'est Jupiter. Mais si c'est chez nous, c'est des dérives de dictature. Donc chez nous, c'est de la dictature. Là-bas, on l'associe à un dieu, Jupiter, où on dit qu'il est présent partout, hyper-président. Vous voyez comment les choses sont très bien en oubli. Mais il nous appartient de nous assumer. Comme l'a dit Geoffroy, il y a un élément sur lequel il faut insister. Ce n'est pas pour mettre de la haine dans la tête de nos enfants. Non. Ce n'est pas pour les amener à détester l'homme blanc. Ce n'est pas ça. C'est pas ça.
c'est de leur dire la vérité. Et dire à partir de maintenant que vous avez la vérité, c'est vous qui forgez votre destin. C'est beaucoup plus là l'enjeu. Seconde partie de cette audience du tribunal, juge Vaha, le Conseil des ministres a aussi décidé de permettre aux collectivités territoriales de mettre en œuvre le partenariat public-privé PPP. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la question des PPP, je crois aussi qu'avec le PNDS, je me rappelle avec les rencontres de Paris, c'était une alternative qui avait été en tout cas fortement entrevue. Et on sait que depuis en gros 2008, avec les problèmes pour la plupart des États à financer des projets assez colossaux, ça devient une alternative assez intéressante qui permet, dans un certain alliage au public et au privé, et de pouvoir, sur des questions de services publics, avoir des réalisations et qui, quelquefois, selon, en tout cas, comment on appelle ça, quelque chose de bien écrit, parvenir à ce que le service soit rendu, facturé peut-être par le privé et avec une certaine période après, une rétrocession notamment au public, évidemment, parce que derrière, celui qui a investi aura eu le temps de pouvoir engranger ce qui a été entendu par chacune des parties en termes de retour sur investissement. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est une alternative qui est intéressante. Mais toute alternative de ce type aussi doit se faire de façon très encadrée. Maintenant, le permettre à un niveau plus déconcentré, j'ai dit encore, c'est intéressant. Maintenant, il faudrait aussi qu'il y ait ce suivi et, évidemment, tout le sérieux pour pouvoir mener ces éléments-là. Parce qu'on parle quelquefois d'infrastructures, on parle de projets et qui sont en tout cas assez énormes et qui doivent en matière de gestion s'étaler sur une longue période. Donc ça veut dire que il y a la question de la prospective sur laquelle vous devriez être vraiment très calé, avec certains chocs quelquefois même exogènes non maîtrisés qui doivent être pris en compte. Donc, il y a beaucoup d'éléments et encore la capacité à contrôler la recette chez le privé qui vient sur le projet, sur la période. Il y a beaucoup d'éléments que cela implique. Comment est-ce qu'il sera accompagné? Pour moi, c'est ça. C'est ça aussi le plus important. Il faut mettre des garde-fous. Il faut mettre des garde-fous. Il faut, même quand on est rentré sur les questions des PPP, je pense qu'il y avait une direction au niveau du Minefid qui, en tout cas, se penchait beaucoup sur ces questions-là. Donc, pour moi, c'est la question de comment est-ce qu'on cible les projets, comment est-ce que derrière, tout est bien ficelé et encadré, et puis comment, après, c'est suivi. Pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation où on ouvre des vannes, on permet à des gens de venir investir, qui se font de la maille sur une grosse période et puis qui nous remettent peut-être des infrastructures qui sont désuètes ou qui ne sont plus d'intérêt comme on l'avait vu au départ. Donc, c'est des alternatives qui peuvent être intéressantes, mais seulement c'est que derrière, ça doit être encadré de façon technique. Et donc, est-ce que ce sera au niveau déconcentré là que ça pourra se gérer? Je ne crois pas. Parce que là-bas, je ne pense pas qu'il y ait tout l'arsenal d'expertise pour pouvoir le gérer. Donc, il faut qu'il y ait pour moi un comité central qui puisse être là à travailler sur les différents projets. Je pense que c'est ce qui avait été fait même sous ROC avec le PNDS. Ils avaient quoi? J'avais, je sais pas, 80 projets ou combien là. Il y avait en gros 50 qui devraient être sous PPP. C'était vraiment gros comme élément. Et puis, on avait commencé aussi, même au niveau de concentré, je pense qu'il y avait la gare de Koudougou par exemple, qui avait été aussi entrevue en PPP. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que cela est en train de... On parlait aussi d'un exercice qui a été quand même assez bien. Donc, c'est des éléments qu'on peut essayer, mais je dis qu'il y a la prudence de l'encadrement. Quand vous ratez ça devient un peu plus dommageable. Mais déjà dans les innovations du décret, on parle par exemple de la mise en place d'une cellule PPP au sein des fêtiers des collectivités. Est-ce que ce n'est pas rassurant? Oui, mais c'est bien, mais vous savez, à l'État, c'est comme les économies d'échelle. On vient sur le niveau national. Est-ce que vous pensez que même dans chacune de ces cellules, on aura les expertises qu'il faut? C'est de ça que je parle. Et parce que pour moi, ça demande d'être vraiment calé.
Je parlais de prospective. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on décide d'évaluer et de mettre à disposition, quand on finit et qu'on fait les projections maintenant sur sa rentabilité, parce que souvent, ce n'est pas l'État qui a après gère l'infrastructure, c'est géré par le privé qui l'a construit et qui se rémunère sur le service qui est facturé aux demandeurs de services. Donc, il faut calculer tout ça sur la période. Je ne pense pas que ce soit ces petites cellules-là qui pourront chacune avoir les expertises pour ça. Ça doit être chapeauté et bien chapeauté, c'est ce que je pense. D'accord. Alors, juge Bougma, le juge Vaha soulève des inquiétudes. Élargir le partenariat public-privé aux collectivités territoriales, est-ce que l'expertise nécessaire pourrait être disponible? Bon, c'est la grosse question. Sinon, au niveau des collectivités, il y a des maires qui, aujourd'hui, cette initiative, ils allaient révolutionner, je pèse mes mots, leur commune. Il y a des communes rurales qui allaient être révolutionnées carrément. Il y a des communes urbaines qui allaient être totalement révolutionnées. Et je pense que si ce concept existait, du temps de Simon Compaoré, Ouagadougou allait prendre une autre allure. Et bien d'autres communes. Bon, le décret a apporté des innovations qui, de mon point de vue, si ces innovations sont respectées, ça doit pouvoir aller. Maintenant, ici, ça ne va pas être la qualité de l'innovation, c'est maintenant la qualité de la mise en œuvre à travers la qualité des hommes et des femmes qui vont conduire ces innovations. Sinon, quand on lit le texte, il y a un minimum de garanties que le gouvernement a essayé en tout cas de mettre. Il s'agit d'abord de la définition des critères de capacité budgétaire de sélection du PPP au niveau des collectivités, la possibilité d'allègement du processus de sélection du partenaire privé selon la nature du projet, la mise en place d'une cellule PPP au sein des fêtières, la clarification des conditions de recours au PPP. C'est ça. Ça, ce sont des éléments qui, de mon point de vue, sont des garanties. Mais il y a un élément important aussi, c'est la prise en compte de l'intercommunalité dans la conduite des projets PPP. Donc, la prise en compte de l'intercommunalité. Et dans la vision, par exemple, de l'ancien maire de Ouaga, Armand Bewende, il y avait l'intercommunalité qui a commencé à être mise en œuvre à travers les communes rurales qui sont proches de Ouagadougou. Les communes rurales proches de Ouagadougou, comme Silega, Lumbila, Saponé, Koubri. Voilà. Donc, parce que déjà le bus va dans certaines communes, alors que sa vocation communale. Donc, c'était déjà dans ce qu'il a mis dans le concept du Grand Ouaga. Pour pouvoir, mais ça va demander naturellement des projets intercommunaux. Et ça, c'est très important dans la mise en œuvre des PPP. Parce que parfois, il y a des franchises. Si vous voulez faire une voie, naturellement, ça, même si c'est de votre commune, ça peut impliquer une commune. Et pour parfois même désenclaver une commune, il faut passer par une autre commune. Ça peut être un pont, un radier ou disons, voilà. Même s'il faut rêver des projets futuristes, d'échangeurs futuristes ou d'infrastructures socio-éducatives ou de loisirs à l'échelle commune. Parce que c'est ça une commune. C'est d'améliorer le cadre de vie des habitants. Faire en sorte que les habitants accèdent à des infrastructures sociales, à des infrastructures d'éducation, de santé et de loisirs, de sport, sans coup férir, sans grande difficulté. Parce qu'ils ont également droit. Et donc créer aussi les conditions pour qu'il y ait, en plus du développement infrastructurel, des opportunités d'emploi et de création d'emplois ou d'entreprises pour les jeunes. C'est ça aussi le boulot. Mais on a réduit le boulot du maire à sa portion congrue, avec des procédures administratives très très compliquées, ce qui fait que les gars n'arrivent même pas à finir les budgets. Ce qui fait que c'est vers la fin du mandat du maire que les vraies réalisations commencent. Les inaugurations commencent et on dit qu'il fait de la politique. Non, puisqu'il n'a même pas eu le temps de pouvoir faire en sorte que ces dossiers suivent. Parce que tu as un seul contrôleur financier à l'échelle province pour plusieurs communes, qui peut venir dans 3 mois dans votre commune, et s'il y a des erreurs de montage du dossier, il les jette, il faut le faire. Le temps n'attend pas. Donc vous finissez l'année sans rien faire. Donc les réalisations de l'an N là se font à N+1, alors que c'était d'ailleurs pour l'année dernière. Conséquence, vous prenez du retard dans les promesses. Donc, les PPP sont une solution, mais l'enjeu des PPP est à 2 niveaux.
la qualité du contrôle. La qualité du contrôle pour se rassurer que le dossier est bien monté. Qu'il n'y a pas, parce que c'est un PPP, monsieur n'a pas surfacturé. Parce qu'après, il y a deux modes, puisqu'il y en a qui gèrent et après qui vous laissent l'infrastructure, il y en a qui construisent pour donner, pour vous payer petit à petit. Est-ce que la personne, c'est un build opérateur, ça veut dire la personne construit, elle gère, elle finit son argent et elle s'en va? Ou bien elle construit pour vous et vous payez au fur et à mesure. Donc, qualité de contrôle pour voir que c'est des prix raisonnables. 2, maintenant, la qualité de l'ouvrage. Si je dis, bon, je vous laisse, je vous construis un ouvrage, les gens vont payer. Et après, par exemple, vous construisez un stade communal. Les gens doivent payer, par exemple, pour suivre les matchs. Vous construisez le stade est bien. Bon, au bout de 5 ans, vous êtes rentré dans vos sous, vous partez. Et 5 ans après, le stade commence à prendre un coup parce que c'était mal construit. Donc, le contrôle a eu un problème. La qualité du matériel. Donc, en fait, c'est la qualité des hommes qui va suivre ce travail-là. C'est ça qui va déterminer la qualité du PPP. Sinon, c'est une bonne initiative, mais ça demande suffisamment de responsabilité, de garantie. Sinon, après, vous avez plein d'infrastructures qui sont là, mais qui ne marchent pas. Et l'autre inquiétude, juge Vaha, est-ce que le partenariat public-privé à l'échelle des collectivités territoriales n'offrira pas aussi une certaine suprématie aux grandes entreprises comparativement aux petites et moyennes entreprises? Bon, ça dépend aussi peut-être de la typologie du projet, hein. Parce que souvent, qu'est-ce que vous faites quand vous savez que vous ne pouvez pas aller sur un grand projet tout seul, vous vous mettez ensemble. Donc, ça oblige la mutualisation des forces et des expertises, par exemple, pour certains. Mais c'est vrai que ça devient beaucoup plus profitable à ceux qui, ici et maintenant, ont le moyen de pouvoir réaliser le projet dans les exigences voulues par la partie publique. Et c'est normal. Maintenant, pour moi, je dis que le problème ne se situe pas forcément à ce niveau. Bon, la crainte, c'est vraiment comment techniquement on va encadrer et accompagner ça. C'est une bonne idée. Maintenant, il ne faudrait pas que ces localités-là soient laissées à elles-mêmes pour juger depuis le début de ce qui est bon et puis de s'engager. Ça demande de se projeter. Parce que souvent, les modèles que les gens veulent et avec lesquels ils viennent, c'est ce que Bernard disait tout à l'heure là, build on, operate and translate. C'est-à-dire que le BOT, comme il dit, il construit lui-même avec des fonds peut-être que vous entendez sur le sharing, il finit de le faire. Vous entendez sur le nombre d'années qu'il lui faudra pour gérer l'enceinte. Et puis, après, vous le transférez. Mais comment est-ce que vous, si vous n'êtes pas techniquement prêt, vous pouvez tout évaluer? Et puis, il y a même des montages financiers et commerciaux que ça demande dans toute la longueur de la durée. Il y a aussi la transparence du partenaire vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas fini? C'est-à-dire qu'il n'a pas fini de reprendre par 2 fois ce qu'il a déjà investi et ce sur quoi vous avez convenu comme marge bénéficiaire. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Et encore, il y a encore d'autres aspects aussi qui sont très importants. Il y a la question de la stabilité politique elle-même. Parce que je construis en PPP dans une zone, 2 ans, 3 ans après, la ville elle est déserte. On fait quoi? Le monsieur il fait quoi? L'entreprise qui a construit elle fait quoi? Donc, il y a le gage de la stabilité d'abord qu'il faille avoir. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte qui font que peut-être certains regarderont, certains seront un peu réticents, ou bien bon, certains aussi qui ont vraiment envie d'accompagner via ce modèle-là, s'y mettront. Mais derrière, je dis encore, techniquement, il faut un encadrement vraiment rigoureux qui se fasse. Et il faut que ceux qui viennent sachent lire dans les rapports qui leur sont donnés. Sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont venus pour d'abord quelque chose qu'ils ont construit. On a vu ça dans ce pays-là. Quand on vous fait le devis, on vous dit 2 milliards. Vous-même, vous regardez ce qu'on a construit là, ça ne vaut pas 2 milliards. Mais dans ça, là, vous allez rembourser 10 milliards sur 10 ans. Vous-même, vous regardez, vous voyez que dans l'exploitation, là, avec les tarifs qui sont faits, supportés par les populations qui n'ont pas d'autre choix que de pouvoir utiliser cette infrastructure-là,
vous allez voir que, bon, en 2 années, 3 années, peut-être il a déjà fait son chiffre, mais c'est sur 10 ans, il est en train de continuer de pomper. Vous faites comment? Ou bien la politique de prix qui a été négociée et donc arrêtée sur la période qui ne peut être que le rapporté du rentable pour l'entreprise qui est venue en coopération avec vous. On se rend compte que le consommateur dit c'est trop cher, lui ne veut pas, il faut casser le prix. Donc vous repartez sur combien de temps pour la rentabilité? En fait, il y a beaucoup d'éléments. En fin de compte, est-ce que ce n'est pas l'entente directe le problème? Non, c'est pas l'entente directe. C'est un peu c'est vraiment différent. C'est pas ça le problème. Mais j'ai dit seulement que ça doit être bien piloté. Ça doit être bien piloté. Parce que le PPP, il faut être très prudent là-dessus. C'est quelquefois aussi la porte ouverte à certains éléments. Dernier sujet pour cette audience du tribunal de l'actualité. 2 mois après sa suspension, la reprise des vols d'Air France vers le Mali qui avait été annoncée en grande pompe a finalement été annulée. Bernard Bougma, est-ce qu'on en sait un peu plus? Bon, en fait, quand on lit les conditions de reprise, ou bien ce que Air France déjà apporte comme précision pour la reprise, il y a des questions qui restent sans réponse. Parce que ce n'est pas la compagnie elle-même qui va venir. C'est la société, mais il y a une autre société qui a affrété pour faire ça. Mais c'est au nom de Air France. Ensuite, même le personnel d'équipage, et en tout cas les précisions qui ont été données après, disent que même le personnel d'équipage n'est pas français. Parce que Bamako est formellement déconseillé aux Français. Motif sécuritaire. Motif sécuritaire. Bon, votre société peut venir chercher de l'argent chez nous, mais vous-même, vous ne venez pas. Bon, autrement dit, qu'est-ce qu'il y a? Où on se fait confiance, ou on ne se fait pas confiance. Ou on se fait confiance que quand vous arrivez dans mon pays, je peux assurer votre sécurité. Ou on ne se fait pas confiance et puis chacun reste dans son coin. C'est ce que je pense que ça doit être le message aussi que Bamako a envoyé. Parce que naturellement, ça n'est rien comprendre. Donc la compagnie veut toujours continuer de desservir. Maintenant, je pense aussi que les patrons de Air France sont en train de se dire, mais qui nous a convaincus de prendre une telle décision? Parce que c'est 7 vols par semaine. 7 vols, c'est beaucoup d'argent, c'est un marché qui est en train d'être perdu. Donc, et ce qui n'a pas aussi été bien, quand la décision a été prise, c'est parce que la compagnie aussi n'a pas respecté le règlement en la matière. C'est-à-dire prévenir en avance. Alors qu'il y a des accords qui définissent même les conditions de suspension du vol, qui n'ont pas été respectées par la compagnie. Donc, elle a commis cette erreur dans sa décision de suspendre. Et puis, bon, voilà. Et donc, maintenant, certainement, comme ils disent que ça a été reporté à une date ultérieure, on attendra d'en savoir davantage par rapport à la suite, parce que quand même les clients ont subi de gros préjudices, le préjudice est énorme pour ceux qui devaient voyager. Donc on attendra de voir comment ils vont s'entendre. D'accord. Alors, juste là où l'incompréhension peut paraître, c'est que l'autorisation avait pourtant été donnée par l'aviation civile malienne et on fait un rétropédalage, on dit qu'on ne donne plus l'autorisation, on annule cette autorisation qui avait même été annoncée en grande pompe par la compagnie. Bon, il faut chercher à savoir comment l'autorisation a été obtenue et puis qui a autorisé quoi. Bon, déjà dans les coulisses, on parle du limogeage du premier responsable de l'aviation civile malienne. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a des responsabilités qui sont en train d'être situées sur une décision qui ne devrait pas incomber à quelqu'un à un niveau peut-être qui a eu à le prendre. Et donc, on fait supporter cet écart-là, peut-être par le premier responsable. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté un esprit ou une injonction qui a été donnée. C'est un peu dans ce cas de figure-là qu'on est aujourd'hui. Mais il faut regarder aussi, c'est que, vous savez, c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas qu'on soit boule de nerfs et trop émotif. On nous a toujours vendu que c'est-à-dire que c'est l'autre, c'est nous qui avons intérêt, c'est pas l'autre. Mais Air France, quand vous voyez les rapports 2022, ils ont eu une croissance de chiffre d'affaires de plus de 106%. Ça a cru depuis que Air Afrique est tombé. Ils se sont consolidés. Quand vous regardez Bamako,
dans la sous-région. C'est la 3e destination après Abidjan-Dakar. Donc c'est un gros marché pour eux. C'est bien de dire, ok, on commence quand on veut, on arrête quand on veut. Mais voilà qu'ils se retrouvent pris au piège. Et le piège, c'est qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Ils diront ce qu'ils veulent, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. C'est ça la réalité. Et on passe maintenant par tous les subterfuges pour pouvoir reprendre ses vols. Ah mais, je pense qu'il y a un pays qui se respecte, qui dit, ok, on ne vient pas, c'est pas une boutique, on ne vient pas, on ouvre quand on veut, et puis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis c'est le secteur aérien, c'est bien calibré. Et je pense que c'est la leçon que Bamako est en train de donner à Air France ici. Et je pense que cette leçon-là sera retenue. Et je ne sais pas qui perd dans l'histoire, parce qu'on a cru que c'était les Maliens qui allaient vraiment beaucoup perdre dedans, mais visiblement on est en train de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui veut forcément par tous les moyens recommencer. Donc ça veut dire que ça fait mal. Et je crois aussi que Air France, humblement, peut-être devrait revoir sa copie, devrait revoir ses process. Parce qu'on ne peut pas continuer dans des pays souverains, c'est dire que non, sans crier gare comme ça on arrête de venir desservir, et puis quand sans crier gare on dit bon écoutez on vient reprendre. C'est une situation que l'on retrouve dans les États de l'Alliance du Sahel. Oui, mais je pense que s'ils sont en train de tirer des petites leçons quelquefois de ces petites piqûres de rappel là, et je pense que ça aussi c'est important d'avoir la bonne lecture là-dessus. C'est vrai que vous m'apportez quelque chose, mais n'oubliez pas ce que je vous apporte. Je pense que c'est le message que les Maliens sont en train de donner. Même si vous pensez que c'est peu, vous allez comprendre que peu là, ça peut faire autant que peu se peut. Et je pense qu'ils sont en train de sentir ça. Alors, Juge Bougma, pour conclure sur la question, est-ce que le Burkina a été un peu plus visionnaire en posant directement ses conditions au Quai d'Orsay? Oui, je pense, oui. Bon, je pense que c'est le choix de Ouagadougou. Est-ce que le Burkina a été visionnaire? Oui, parce qu'en même temps, Air France aussi, c'est le symbole, c'est un des symboles de la France en Afrique. Donc quand Air Afrique a disparu des radars, France a pris le monopole de tout le transport aérien dans les pays francophones. Ça, il faut pas, c'est pas une donne à négliger. Et donc, c'est aussi un instrument de pari. Et rapidement, il est l'heure quand la juge Kéris a envoyé aller cueillir Soro et l'a loupé. Alassane s'est fâché. Les jeunes Ivoiriens ont été instrumentalisés pour bloquer l'aéroport. Ils disent bon, on ne veut plus voir Air France. Quand Air France a regardé, et quand les autorités françaises ont regardé que, attention, si on perd Abidjan, c'est pas bon, naturellement, sur le plan ils ont lâché du lest. Et c'est les mêmes gendarmes français qui ont conduit Soro à l'aéroport et puis lui donner le respect pour qu'il prenne le vol, parce que c'est un officiel pour venir à Abidjan. Donc c'est un instrument de la France et c'est comme ça que ça marche. Ce sont des intérêts français. Donc c'est bon de s'adresser à l'État français pour dire bon, si votre compagnie veut venir opérer, voici les conditions. Quoi qu'il en soit, les accords, c'est avec les États. C'est avec les États. Donc je prends de mon point de vue que maintenant, est-ce qu'ils ont été visionnaires? Est-ce que je pense que ils ont tapé plus haut pour que bon, eux aussi parlent à leur compagnie. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Point final pour cette 4e audience du tribunal de l'actualité. Merci à vous, juge Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture apportées. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité constante à cette émission, ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous demain pour une autre convocation.